Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Monsieur le député maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le député président du conseil départemental du Kwilu, Mesdames et Messieurs, autorités politiques, administratives, sécuritaires, militaires, religieuses et associatives, réunies en ces lieux. Ainsi qu'il a été dit, et vous avez dû l'avoir suivi, le 18 octobre, matérialisant les orientations de la coordination nationale de lutte contre la pandémie à Covid-19, une coordination qui est placée sous la très haute autorité du président de la République, le gouvernement, par la voix du Premier ministre, après avoir rencontré la veille les autorités religieuses, donnait le coup d'envoi de l'opération coup de poing Covid-19. La déclaration a été rendue publique et vous l'avez suivie. Nous ne devions pas nous arrêter à Brazzaville, étant entendu que les deux départements constituant l'épicentre de l'épidémie sont bien Brazzaville et Pointe-Noire. Et au regard des nouvelles qui nous parvenaient, Pointe-Noire était en train de prendre même le lead de la contamination. Et si l'on y prend garde, du taux de létalité. Très vite, il nous fallait venir ici, parler à vos cœurs, comme nous avons pu parler au cœur de nos leaders religieux à Brazzaville. Je suis d'ailleurs heureux de constater que la rencontre d'aujourd'hui a su réunir tout le monde. Parler à vos cœurs parce que lorsque depuis plus d'une année, nous crions au loup, pensant protéger la bergerie, nombreux sont nos compatriotes qui prenaient cela à la légère. Intervenant d'ailleurs moi-même devant les députés à l'Assemblée nationale le 21 juin, je disais, ce n'est pas parce que nous réussissons à faire preuve de résilience que nous arrivons à contenir la menace, qu'on va penser qu'on est à l'abri de la menace. Faisons attention, parce que même les pays qui croient l'avoir maîtrisé sont de temps en temps surpris par la recrudescence des contaminations et perdent parfois le contrôle, alors qu'il était arrivé un moment où ils pensaient qu'ils avaient la maîtrise de la situation. Le temps d'ubiquité et de transmutation du virus ne devrait pas nous laisser la possibilité de sommeiller. Il n'y avait pas place au répit. Il nous fallait être davantage vigilants. Certains de nos compatriotes ont dû tourner cela en dérision. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la politique d'anticipation, fort de son expérience dans la gestion des choses et des hommes, ne manquait pas d'attirer notre attention. Il est revenu sur cette exhortation le 14 août, lorsqu'il s'adressait à la nation dans son message lié à la célébration de la fête nationale. Il l'avait dit dans son message d'investiture, lorsqu'il avait rendu également hommage à l'ensemble du peuple.
reconnaissant que ce peuple avait fait preuve de beaucoup de sacrifices, y compris au prix de sa foi. C'était dit par le président de la République. Dans un pays où la liberté de religion et de culte est reconnue par la Constitution, le peuple a été contraint de se priver de la célébration de ces cultes, y compris pendant des périodes hautement symboliques. La Pâque 2020, la Pentecôte 2020, la fête de la Nativité, tout cela, le peuple a accepté de consentir les sacrifices. On pensait, et on en est convaincu, qu'il avait participé à ce sacrifice de cœur, de gaieté de cœur, parce qu'il comprenait lui-même la menace. Mais ça donnait l'impression qu'il y a participé par contrainte. On a pris ça pour un dictat des pouvoirs publics. Non, c'est parce que nous savions qu'il nous fallait faire attention. Nous avons bien vu que lorsque, suivant le rythme mondial, on avait l'impression que la chose était maîtrisée, lorsque nous avons voulu nous-mêmes nous laisser aller un peu, y compris nous, autorités, pouvoirs publics, lorsque nous nous sommes dit, bon, il y a un calme au niveau international, nous avons eu le vaccin, la chose va se calmer, et on s'est laissé aller un peu, y compris dans l'organisation des élections, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On s'est laissé aller en levant un certain nombre de verrous que nous avons nous-mêmes mis en place dans le cadre des célébrations, y compris de nos activités familiales. On pensait la chose maîtrisée. Grande a été notre surprise de vivre encore ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Oui, il me fallait venir à Pointe-Noire. Nous avons pris un certain nombre de mesures lors de la dernière coordination nationale. Mesures qui nous ont obligés à répondre à un certain nombre de préoccupations au regard de la remontée des cas. Fallait-il repartir au confinement? C'était la question que nous nous sommes posés en gouvernement et en coordination nationale. Parce que ça semblait être la seule solution. Pour éviter que nous soyons débordés. Et c'est la crainte que nous exprimions dès le départ. J'entends encore les Congolais dire, les mêmes qui nous disaient, mais pourquoi on se donne tant de mal? On se demande même si la maladie en question existe. Et puis il n'y a pas assez de cas. Ça ne sévit pas autant que le paludisme. Pourquoi le gouvernement s'attarde-t-il sur une pandémie qui ne nous affecte pas autant? On a écouté ça, les Congolais. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous disent les hôpitaux sont débordés, il manque d'oxygène. Mais c'est bien ce que le gouvernement vous disait. On sait bien que ce n'est pas aussi létal, c'est peut-être pas aussi grave que les autres pathologies que nous connaissons, qui nous déciment. Mais c'est plus dur de gérer que ce n'est le cas pour les autres maladies. On vous le disait, on nous le disait. À preuve, je n'ai pas besoin de revenir sur les statistiques qu'on me donne sur Pointe-Noire. Mais ça fait froid dans le dos. À Brazzaville, c'est pareil. On se rend compte que la chose devient très compliquée. Faut-il repartir au confinement? On dit non. Faut-il laisser les choses en l'état? On dit non. Bon,
Commençons par procéder par élimination. On va distinguer les activités qui s'imposent à nous des activités qui dépendent de nous. Ce qui s'impose à nous, on n'y peut plus rien. L'activité professionnelle, formelle ou informelle, ça s'impose à nous. Sinon, on ne va pas vivre. On est déjà en train de subir le coup du dernier confinement. On ne peut plus se permettre encore un second confinement, même pas partiel. Surtout dans notre plus grande ville. Ce n'est pas possible. Fermer les marchés, mais c'est là où nous avons tous la vie. La majorité de notre peuple est dans l'informel, vit de ses commerces dans le marché. Nous-mêmes, nous n'avons pas de ressources pour garder les provisions. On vit au jour le jour, on fait le marché tous les jours. Et même si on peut faire les provisions, on n'a pas la certitude qu'on pourra mieux les conserver. Donc, l'activité du marché s'impose à nous. On ne peut pas la mettre en veilleuse. Il faut qu'on la garde. Les enterrements, ça s'impose à nous. Mais on va veiller simplement à ce que ce soit mieux encadré. Faire en sorte que les gens portent au moins leur masque, qu'ils observent les règles barrières. Il faut renforcer le contrôle pour cela. Mettre la police, les services de sécurité au travail pour qu'on s'assure que les uns et les autres respectent ces règles. Pour ces activités qui s'imposent à nous. Il faut bien qu'on aille travailler, on n'a pas de choix. Il faut bien que les enfants aillent à l'école, on n'a pas de choix. Mais il y a des activités qui dépendent de nous. Eh bien, aller danser, ça dépend de nous. Ça ne s'impose pas. Aller au restaurant, ça dépend de nous. Ça ne s'impose pas. Célébrer son anniversaire, ça dépend de nous. Ce n'est pas vital. Célébrer un mariage, ça dépend de nous. Imposons-nous une certaine discipline. Donnons-nous 45 jours. On va voir si on peut contenir la menace. Et pendant les 45 jours, renforçons la vaccination. La vaccination. Oui, je devais venir à Pointe-Noire. Parce qu'encore une fois, veuillez m'excuser de le dire, je n'ai pas besoin de stigmatiser ce département. C'est de Pointe-Noire que parle le déni. C'est souvent de Pointe-Noire que parle le déni. Puisque vous êtes friand des réseaux sociaux, qui n'a pas écouté cet audio qui circule d'un certain, se passant, est-ce vrai ou pas, pour un expatrié. Mais je veux savoir ce que les services de police ont déjà pu faire pour m'identifier ce monsieur qui a fait circuler l'audio, appelant presque à la révolte, à l'insurrection. Mais il y a bien une indication qui aurait pu nous permettre d'aller interpeller les personnes. On ne joue pas avec la santé des gens. Quand quelqu'un prend pour référence un centre d'accueil de ses amis, là, au camp 31 juillet, là, ce couple qui ne vit que de l'organisation des célébrations. Vous n'avez pas écouté ça, cet audio? Maxi Club. Mais ça veut dire que celui qui parle, qui prétend défendre leur cause, c'est leur ami. Qu'ils se plaignent, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils qualifient de dictature
une autorité politique qui prend les dispositions pour son peuple. C'est grave. C'est grave. J'aurais aimé entendre que ce monsieur a été interpellé. Que les gens qu'il prétend défendre ont été interpellés. Parce qu'il n'a pas cité d'autres personnes. Mais savez-vous que qui punit, se punit lui-même aussi? Savez-vous que dans nos familles aussi, y compris les autorités, les dirigeants, ils avaient aussi des mariages programmés, et des cérémonies programmées. Dans toutes les familles, il y en a. On fait l'effort de se dire, donnons-nous 45 jours. Ce qui peut peut-être nous permettre de vivre autrement que l'année dernière, le mois de décembre. On va voir comment les choses vont se passer. Le gouvernement a donc pris un certain nombre de mesures que nous partageons avec vous. Ce n'est pas pour faire du tort à la population. Je rappelle que le déni de la maladie avait commencé par Pointe-Noire. Le déni de la maladie. Le rejet de la vaccination a aussi été fort ici à Pointe-Noire. Je voudrais que nous tous, nous puissions nous ressaisir. Que nous réalisions maintenant que la maladie existe. Au tout début de la maladie, lorsqu'il y avait des deuils dans nos familles ne croyaient pas que c'était réellement de ça. Et je le dis en connaissance de cause. Parce que nos familles aussi ont été frappées par ces décès. Mais vous vivez des contradictions inutiles dans la famille. S'il y a des familles qui n'ont pas encore connu le décès par Covid-19, rendez grâce à Dieu et célébrez-le dans votre cœur. Ne désorientez pas les autres. S'il y en a qui ont un fort taux d'immunité qui peut les mettre à l'abri de la contamination, ou peut-être qui peut les rendre asymptomatiques, malgré le fait qu'ils auraient contacté le virus, célébrez votre Dieu en votre cœur. Ne désorientez pas les autres. Parce qu'il y a parmi nous des résistants et des fragiles. Le rôle du gouvernement, c'est de veiller à ce que tout le monde soit mis à l'abri, et particulièrement les plus fragiles. Particulièrement les plus fragiles. Les têtus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils n'emportent pas avec eux ceux qui sont faibles, ceux qui sont vulnérables, ceux qui peuvent être sauvés en écoutant simplement les orientations du gouvernement. Je nous vois suivre les quelques émissions en France, aux États-Unis, les manifestations de ceux qui luttent contre la vaccination. Vous avez tendance à les suivre, mais vous oubliez qu'ils ont déjà atteint leur immunité collective presque. En France, vous avez pratiquement les 3/4 de la population qui est vaccinée. C'est un pays de liberté. On va donner le micro à quelques rebelles, à quelques résistants. Vous allez prendre cela pour des modèles. Oublions que ce n'est peut-être pas les plus nombreux.
que les plus nombreux sont ceux qui sont protégés. Et vous allez prendre un cas particulier comme celui-là, vous l'amenez chez vous, pour dire, même en France, les gens sont contre la vaccination. Mais il ne s'agit pas de tous. Or, dans votre cas, vous n'êtes, ou nous ne sommes vaccinés qu'à 6%. 6%. Les pays que vous voulez prendre en exemple, la vaccination a couvert 70 à 80% des compatriotes. Nous, on n'est qu'à 6%. Donnons-nous la possibilité de nous faire vacciner. Parce qu'il a été démontré que la vaccination nous permet au moins de ne pas être exposés aux formes graves de la maladie. J'ai les statistiques. Les cas que nous avons actuellement sous oxygène, d'après le bulletin de Pointe-Noire qui m'a été transmis ce matin. Et j'ai aimé que cette orientation de la coordination nationale ait été respectée à Pointe-Noire. On vous met le nombre de cas malades, le nombre de cas sous oxygène, et parmi les personnes sous oxygène, combien sont vaccinés, combien ne le sont pas. Et on découvre facilement que ceux qui connaissent les formes graves de la maladie sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Il faut que ces chiffres soient communiqués à tout le monde. Pas seulement à la télé. Parce que nous avons maintenant l'habitude, lorsqu'on voit le titre peut être commenté à la télé, on zappe. Et c'est grave. Il faut que ces cas soient communiqués à tout le monde dans le quartier. C'est pourquoi, dans la mobilisation communautaire, qui est l'un des axes que nous avons retenu dans ce plan d'urgence, nous avons voulu impliquer tout le monde. Les chefs de bloc, les chefs de zone, les chefs de quartier, les leaders religieux, que nous puissions savoir expliquer ça, que nous exhortions nos fidèles. C'est vous qui avez la mission de sauver les âmes. L'État ne met que les moyens pour sauver les âmes. Mais c'est vous qui devez parler aux âmes pour qu'elles soient sauvées. C'est vous qui devez toucher les cœurs des âmes. L'État rend disponible le vaccin. C'est ce que nous avons fait. C'est à vous de toucher les âmes pour qu'elles aillent se faire vacciner. On n'ira pas les prendre de force. Comment expliquer qu'un pays qui se réclame, qui se proclame avoir 80% de chrétiens et croyants, et que nous n'ayons que 6% qui acceptent de se protéger par le vaccin? Si nous échouons la campagne de vaccination, qui en sera le responsable? Ce n'est pas l'État en tout cas. C'est ceux qui ont le contrôle de 80% de la population. Ils sont chrétiens et croyants. C'est eux qui vont tous les jours à l'église, à la mosquée. Et ce sont les bergers qui leur parlent. Va-t-on croire que les brebis n'écoutent plus les bergers? Mais c'est grave. Sauf à dire que les bergers ne leur donnent pas le bon conseil. Sauf à dire que ce sont les bergers qui leur demandent de ne pas aller se faire vacciner. La responsabilité nous incombe tous, et particulièrement aux leaders religieux qui parlent aux âmes. Ce n'est pas un fait de mode. C'est un instinct de survie. Les services de sécurité doivent être debout. C'est le travail de la police et de la gendarmerie de savoir que nous sommes en guerre et d'être sur le terrain.
d'occuper la ville. J'insiste. D'occuper la ville. J'ai eu les messages de mes bergers. Il y a déjà une petite fronde à Pointe-Noire. Disons que pourtant à Brazzaville, on n'a pas interdit. Pourquoi ici, il paraît que ça paraît très sévère. Si nous avons dit qu'on laissait les activités de culte, mais dans le respect des règles barrières. Nous devons nous assurer que nous respectons l'espace d'1,50 m. Si le gouvernement réussit son pari de vacciner au moins 750 000 personnes, au plus tard le 30 novembre, et au moins 1 200 000 personnes, au plus tard le 31 décembre, oui, on pourra dire la tendance est bonne. Et nous avons l'obligation, au plus tard le 30 juin, c'est même une obligation mondiale, de vacciner au moins les 60% de notre population. Environ 3 millions de personnes. Mais le grand pari, c'est celui que nous nous donnons pendant ces 45 jours. Si la tendance est bonne, nous pouvons espérer, si Dieu le permet, d'aller célébrer Minuit chrétien. Si la tendance n'est pas bonne, nous allons nous imposer encore les mêmes règles comme l'année dernière. Dans l'intérêt de tous, le gouvernement mettra tout en œuvre, avec l'appui des partenaires, pour financer ce plan et mettre tout le peuple à l'abri de la menace. Je vous remercie. Il était question pour nous de venir soutenir le personnel soignant et donner de l'espoir aux malades pour qu'ils comprennent que le gouvernement met tout en œuvre pour réduire le taux de létalité et surtout permettre à tous ceux qui sont en contact avec la maladie de rester sereins. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de venir tout le temps les rassurer. Montrer tous les efforts que le gouvernement déploie pour que le pire ne nous arrive pas. Essayons de faire l'effort, en cette période, de ne pas permettre que nous puissions mettre beaucoup de temps dans nos veillées. Que le mort soit inhumé dans les meilleurs délais. Ce sont les dispositions sanitaires qui s'imposent. Au début, on le faisait aussitôt. On a interrogé les experts. Ils nous disent... au moins dans les 48 heures. Mais ça ne doit pas dépasser 72 heures. Je donne cette information pour éviter qu'on ait tout le temps des contradictions entre les autorités qui appliquent les règles et vous. À partir du 30 novembre prochain, l'accès dans les administrations publiques et privées sera conditionné par la présentation d'un pass sanitaire, a annoncé le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso.